Bonjour à tous et à toutes. On va partager ensemble, étudier ensemble une sikha du Rabbi qui est relié avec la paracha de cette semaine, avec l'idée de Korban Pessah qui est dans la paracha de cette semaine à l'extérieur d'Israël. Israël ont différentes parachas depuis Shavuot, ils ont une paracha d'avance, puisque Shavuot, chez nous, c'était 2 jours, vendredi et Shabbat. Donc Shabbat, on n'a pas lu la paracha de la semaine, on a lu la paracha de la lecture de Shavuot. En Israël, c'était qu'un seul jour que vendredi, donc Shabbat, c'est un Shabbat normal, ils ont lu la paracha, donc eux, ils ont une semaine d'avance. Mais à l'extérieur d'Israël, c'est la paracha de Baalotcha qui, entre autres, raconte une histoire liée avec Pessah. Mais avant de commencer ça, je voudrais parler d'un événement historique et ses leçons. Un événement dont la date est aujourd'hui le 15 du mois de Sivan, Tedvav Sivan. Le 15 du mois de Sivan, en 1927, Tafresh Pezaïm, et le jour où le rabbi précédent était arrêté. C'était la nuit, pour nous hier soir, donc Motzei Shabbat, la nuit qui allait vers le 15. Et au milieu de la nuit, après, alors que le rabbi venait de finir Yichidut, et venait à peine de s'asseoir à table pour commencer à manger quelque chose, c'est à ce moment-là que la Yefsetska, le comité juif ou la section juive du Parti communiste sont rentrés chez le rabbi précédent, ont fouillé la maison et l'ont arrêté. Le reste de l'histoire, c'est que, donc bien sûr, il est en prison jusqu'à Yudbet Tammuz, prison, exilé, etc. Alors, juste, on passe un peu les dates. Tedvav Sivan, le rabbi précédent, est arrêté. Il est amené dans une prison, il est dans la ville de Leningrad à l'époque, qui est Saint-Pétersbourg, entre-temps, pendant la période communiste, le nom de Saint-Pétersbourg a été remplacé par Leningrad, qui était longtemps la capitale. Puis avec le Parti communiste, ils ont changé, et c'est devenu Moscou la capitale, mais avant, à l'époque du Tsar, Leningrad ou Saint-Pétersbourg, c'était la capitale. Et donc, le rabbi précédent est arrêté. On l'amène dans la prison qu'on appelle Shpolerka, où il va être là-bas torturé. Et tous les détails sur le rabbi précédent, on les a transcrits dans ce qu'on appelle Reshimat Amasa. Reshimat Amasa, littéralement, c'est donc les notes ou le compte-rendu de son emprisonnement, où le rabbi parle un peu de ses tortures, de ce qu'il a passé, de ses sentiments là-bas en prison, entre autres du fait que la chassidoute qu'il avait dit au Rosh Hashanah de cette année, Tafresh Pezaïn, l'avait aidé à passer ces événements en prison. Et l'idée, c'était l'idée que tout vient d'Ashgacha Pratit, providence divine, tout vient de Hachem. Et de s'être entendu dire ça, de se rappeler de ce mamar-là, il ne savait pas pourquoi il en avait parlé au moment de Rosh Hashanah, mais ça l'a appelé à tenir le coup, si on peut dire, je sais pas, on ne peut pas parler comme ça nécessairement d'un rabbi, mais c'était le rabbi précédent était quelqu'un de très fort, mais ça l'a aidé, ça l'a encouragé à continuer. Et le rabbi précédent a eu une bataille énorme. On a du mal à s'imaginer ce que ça représente quand les partis communistes à l'époque étaient tellement forts et puissants, les gens avaient peur de le rompre, littéralement. Ils avaient peur de leurs enfants, de parler, de dire des choses devant les enfants, parce que les enfants les dénonçaient, etc. Le rabbi précédent a pris la décision que quoi qu'il arrive, il va faire ce qu'il veut. Il ne va pas se laisser impressionner ou coopérer, au-delà de ce qu'il avait décidé, avec les communistes qu'il avait arrêtés. Et ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est un courage extraordinaire quand on prend en considération d'abord le gouvernement que ça représentait, la force que ça représentait, et c'était vraiment l'apogée du pouvoir du Parti communiste à ce moment-là, et les gens, c'était vraiment une vague de terreur, les gens avaient peur de tout. L'armée précédent avait pris la décision qu'il a dit, il va faire ce qu'il veut. On a plein d'histoires, quand on lui a demandé où est-ce qu'il était, il a dit qu'il est dans une chambre qui n'est pas tour de mezouza. Parce qu'il se prenait pour le patron, si on peut dire, il demandait une cigarette, il avait demandé son santalet et cette filine, qui avait été confisquée à l'arrivée, tout un tas de choses. Rabbi précédent, il s'est comporté comme s'il n'était pas du tout prisonnier. C'est lui qui donnait des ordres aux gens. Quelques jours après, c'était Shabbat, ils sont venus pour prendre la photo, ils n'ont pas pris de photo au moment où le rabbi précédent avait été arrêté, ils sont venus prendre la photo, et c'était Shabbat, le rabbi précédent, il était en train de prier, et il ne s'est pas levé, alors que normalement, quand on rentre dans l'insulte d'un prisonnier, il fallait absolument se lever. Il ne s'est pas levé, il continue à prier. La première fois où le garde est entré,
Dès qu'il a vu le rabbi précédent prier, il est ressorti tout de suite. Il est revenu quelques heures plus tard. Le rabbi précédent a dit de revenir encore quelques heures plus tard. Et quand ils sont revenus, et le rabbi a refusé de se lever, on l'a frappé au point où il a perdu une dent. Et tout un tas de choses qui sont passées. On l'a poussé quand il est arrivé, le jour où il est arrivé, on l'a poussé dans les escaliers parce qu'il était avec cette filine, il avait encore cette filine, et il était déjà tôt. Donc, il a commencé à les mettre en marchant dans les escaliers. On avait dit qu'il pouvait marcher, c'est des escaliers en fer. Et en marchant, il s'est dit, bon, je peux au moins mettre les filines entre-temps. Et le garde qui l'accompagnait a vu qu'il était en train de mettre les filines, il s'est rendu compte. Il a poussé dans les escaliers. Le précédent, le champ est tombé dans les escaliers. Et non seulement il est tombé dans les escaliers, mais il dit la boucle de sa ceinture l'est rentrée dans la chair. Il a commencé à signer de ça. Et après les tortures qu'il a eues, c'était quelque chose qui physiquement, pas spirituellement, physiquement, a été extrêmement dur pour le rabbi. Et il est arrivé aux États-Unis quelques années plus tard, vraiment brisé physiquement de toutes les tortures qu'il a subies, etc. Spirituellement, il était incontrôlable dans le sens le plus positif du terme. Il a fait ce qu'il voulait faire. Et c'était vraiment un exemple de Messirut Nefesh à tous les niveaux. Et pour revenir vers la fin même de cette histoire-là, quand on a voulu libérer, l'envoyer en exil, c'est-à-dire qu'il allait sortir de prison. La prison, c'était l'enfer. Et on dit, voilà, vous allez être libéré de prison et envoyé en exil. Alors, votre président a demandé quand est-ce que je vais arriver. Il a dit, vous allez arriver Shabbat. Il a dit, je ne pars pas. Imaginez qu'il avait l'opportunité de se sauver. Si quelqu'un pouvait sortir de cette prison-là, on aurait le droit d'être Mochalel Shabbat. Alors, oui, précédemment, il a dit, si je vais arriver Shabbat, je ne sors pas de prison, je reste en prison. Ils ont été obligés de changer, de repousser le moment où il allait partir pour qu'il puisse ne pas arriver Shabbat. Donc imaginez à quel point le rabbi précédent, c'est lui qui décidait les choses, qu'il a décidé de rester en prison plus longtemps pour pas qu'il y ait un recharge de Shabbat quand il va arriver à Kostroma, qui était l'endroit où on l'a envoyé. Et des choses qu'on ne peut pas imaginer, alors que n'importe quelle personne serait sauvée au plus tôt, et c'était la halakha. Si quelqu'un va demander à un rav, est-ce que pour arriver Shabbat, est-ce que je peux sortir de prison même si je vais arriver Shabbat? On dit absolument. Et sur la station, alors qu'il allait partir en exil à Kostroma, il a fait un discours en disant, ne vous inquiétez pas, il faut être ferme dans notre judaïsme. Alors qu'il savait très bien qu'il y avait des gens qui étaient des espions et des gens du KGB, etc. C'était avant le KGB, c'était l'NKVD qui était présent. Et l'armée précédente a dit, ils ne peuvent pas nous contrôler notre neshamot, ils peuvent contrôler que nos corps. Et la Torah et le mitzvot, c'est dépend des neshamot, et on est libre, notre neshamot sont libres. Imaginez, quand on réfléchit un peu, ce que ça représentait de dire ça, alors qu'il est en milieu de son incarcération. Quand il est parti, c'est pas qu'il est parti en vacances, il est parti faire une période d'exil. Donc, il n'a pas été envoyé en Sibérie, il était envoyé dans un autre endroit. Mais c'était la même idée. Et pendant cette période-là, alors qu'il est suivi par les gardes, etc., il fait un discours pour renforcer le Yiddishkeit, pour renforcer le judaïsme, le commitment des gens que les gens étaient là-bas. Des choses extraordinaires. Même avant son emprisonnement, il y a eu un fameux Farbringen, le Purim Katan. Purim Katan, c'est quand il y a 2 mois de Hadar. Purim, c'est le deuxième Hadar. Et le mois d'avant, c'est ce qu'on appelle Purim Katan. Donc, et à ce moment-là, au Farbringen, on avait dit au Rabbi, attention, il y a des espions. Je suis pas, j'ai des choses à dire. Et c'est pas parce que des gens et des espions, etc., que je vais m'empêcher. Il a encouragé les gens à être forts dans leur commitment à la Torah et Mitzvot, de ne pas envoyer les enfants dans les écoles publiques communistes, bien sûr qu'il y était des maisons, des usines d'assimilation et de lavage de cerveau contre la Torah, etc. Il a dit à tout le monde de ne pas envoyer les gens dans les écoles, et c'est quelque chose de très dangereux. Et quand on l'a arrêté, et qu'on lui a lu un peu toutes les accusations, ce Farbringen-là, c'est quelque chose de très important. Tout ce qu'il a dit contre le gouvernement russe, etc., c'est quelque chose qui était absolument, c'était dans ce dossier, et c'était des choses qu'il avait dit à ce Farbringen, c'était une grande partie des accusations qu'il avait contre lui. Donc, pour revenir à l'histoire, donc il va arrêter. Il va voir le 3 Tammuz. On l'a fait venir dans une salle d'interrogation, après tout ce qu'il a passé entre-temps, etc., et les tortures physiques et psychologiques et tout ce qui se passe.
Et le 3 Tammuz, il voit qu'on lui dit dans son dossier, là, aujourd'hui, on l'avait dit avant, mais c'est le jour où il allait partir, donc le 3 Tammuz, il va sortir de prison pour être envoyé en exil dans la ville de Kostroma, qui est dans la partie asiatique de la Russie. Et le rabbi précédent dit qu'il voit dans son dossier, la première chose, c'était peine de mort, rayé. Ensuite, 10 ans d'exil, rayé. Ensuite, 3 ans d'exil. Et c'est ce qui allait se passer. Donc, ce qui aurait pu être, Chas v'Shalom, ça aurait été le pire. Qui Baruch Hashem a été transféré. Au bout du compte, le rabbi précédent donc, est parti Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. Il arrive, ça a pris un jour ou deux, qu'il arrive là-bas. Et on sait que le 12 Tammuz, il était censé se présenter chaque jour au bureau là-bas pour voir qu'il est toujours là-bas. Le 12 Tammuz, il arrive, c'était un jour de férié là-bas, les bureaux étaient fermés, mais il y avait quelqu'un, il y avait un employé qui était là-bas, et il dit, écoute, on a reçu un télégramme de Moscou, donc de la capitale, où on lui dit de libérer le rabbi précédent. Maintenant, aujourd'hui, tant que c'était férié, il n'y avait pas tous les employés pour signer les papiers, donc il fallait qu'il revienne le lendemain, le 13 Tammuz. Et le 13 Tammuz, il a reçu ses papiers, il était libre, il est reparti à Leningrad, puis ensuite il est parti dans la région de Moscou, et puis ensuite il est sorti de Russie en 1929. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout du compte, ça s'est passé en quelques jours. Et c'était beaucoup de tfilotes et beaucoup de lobbying, de poussée, etc., de pression internationale sur le Parti communiste, sur la Russie, pour libérer le rabbi précédent. Parce que c'était une situation dangereuse. Plus ou moins dans la même situation, il préserve le père du rabbi, malheureusement resté là-bas. Lui aussi qui avait été exilé dans la partie asiatique de la Russie, malheureusement n'est jamais revenu. Donc, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres chassidim, il y a des chassidim qui ont été arrêtés la même nuit que le rabbi précédent, qui ont disparu, qui n'ont jamais retrouvé, on ne sait pas où ils sont. On imagine qu'ils sont décédés, bien sûr, mais ils sont partis sans laisser trace. Donc, c'était vraiment une période extraordinairement lourde, pesante, de peur, de terreur, plus que la peur. Quand le rabbi précédent était, quand le KGB, le NKVD, le Yesvetska était chez le rabbi précédent, notre rabbi, elle est arrivée. La rabbinite Chaya Mouchka l'a vue arriver par la fenêtre. Elle a fait un message en disant, Schneerson, on a des invités. Le rabbi a compris ce qui se passait et il est tout de suite parti chez le secrétaire du rabbi précédent, qui était Chaim Lieberman, qui avait tout un tas de papiers de correspondance qui auraient pu incriminer le rabbi précédent à faire des choses encore pires, pour détruire tout ça. Il y a d'autres chassidim, il y avait des ktavim, des lettres, des manuscrits qui étaient toujours avec le rabbi précédent, que le rabbi a cachés dans des endroits différents, et aider comme ça le rabbi précédent, et ensuite mettre en place tout un comité pour aider à mettre de la pression et à faire sortir le rabbi précédent, etc. Donc, pour revenir au niveau de l'histoire, Tedvav Tammuz, le 15 Tammuz, le rabbi précédent est arrêté. Gimel Tammuz, on apprend que sa sentence est quoi? Que la sentence a été muée, ce qui aurait été l'opposé de la vie, comme le rabbi disait, Baruch Hashem, le rabbi reste en vie, et ensuite libéré après quelques jours, après 9 jours euh, de libération. Donc, quelque chose qui c'est des miracles, Baruch Hashem, avec beaucoup d'efforts, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce que le rabbi nous a dit de ce jour-là, c'est qu'en fait, comment les choses étaient vues à l'époque. À l'époque, Telvav Sivan, c'était quelque chose d'horrible. C'est le jour où l'armée précédente a été arrêtée par les communistes et Dieu sait comment ça serait fini. Le pire, on s'attendait au pire et malheureusement le pire était prévu. Mais avec le recul, on a vu qu'au contraire,
Gimel Tammuz, c'est le jour où on a appris que le rabbi précédent est resté en vie. La sentence a été commue. Et Yud Bet Tammuz, ensuite Gimel Tammuz, on a vu que c'était en fait une Géoula. Et une Géoula qui a permis au rabbi précédent de continuer encore plus ses activités, d'abord en Russie, puis ensuite à l'extérieur de la Russie, où il a pu encore plus faire de choses pour aider le peuple juif et ensuite transférer Chabad aux États-Unis, etc. Donc c'était un jour qui en fait, même si on a l'impression que c'était quelque chose d'horrible et de terrible, c'était un jour qui est en fait le début d'une Géoula. Et ce que le rabbi nous dit, c'est qu'on apprend de là plusieurs choses. Pas mentionner toutes les sikhot du rabbi, mais une chose qui est importante, c'est qu'on est dans une galoute, on est en exil, et on a l'impression que les choses vont pas bien. Il faut voir que dans cet exil-là, dans les choses qui se passent, dans les problèmes qu'on a, c'est le début de la Géoula. Même si on n'a pas encore le recul va venir un peu plus tard, mais c'est le début de la Géoula. Donc, il faut bien comprendre que chacun dans ses difficultés, et le monde entier, dans la galoute dans laquelle on est en train de vivre, on est dans un moment de la préparation de la Géoula. C'est ça qu'on est en train de vivre. Donc, il faut bien en prendre conscience. Et ce qui est intéressant pour nous, et je ne sais pas, c'est quelque chose dont on parle toujours, mais c'est quelque chose qui est, le 15 Sivan, c'est quelque chose qui nous rattache directement à Gimel Tammuz. Et d'une certaine manière, Gimel Tammuz, c'était pour le rabbi précédent, c'était le début de la Géoula, puisque c'est le jour où on a vu qu'effectivement, même si Gimel Tammuz à la base, on ne savait pas exactement comment les choses allaient tourner. Est-ce que ça va être des années d'exil? Et Chaz Shalom, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Comme je dis, comme le père du rabbi, ou bien ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'en quelques jours, le rabbi précédent est sorti, a été libéré à 100%. Donc, même Gimel Tammuz, qui était à l'époque du rabbi précédent, encore un jour, on n'était pas sûr d'exactement dans quelle direction ça va tourner. On se dit, oui, peut-être que ça va mal tourner, peut-être que ça va bien tourner. On voit après quelques jours que c'est quelque chose qui a bien tourné. Et que ça nous a amené, Gimel Tammuz, c'était le début de la Géoula. Parce que c'est le jour où, en fait, le rabbi précédent commençait déjà à sortir de prison. Puis ensuite, les choses se sont mises en place pour qu'il puisse sortir très rapidement. Donc, c'est déjà une chose par rapport à nous et par rapport à Gimel Tammuz, que même si on vit des moments difficiles et des moments obscurs, on est dans l'obscurité, chacun ses difficultés, chacun les tracas qu'on puisse avoir de la vie, etc., ou le fait que Mashiach n'est pas encore là, on est dans une époque, dans un moment où on s'approche de la Géoula, et ça, c'est une chose à prendre en considération. La deuxième chose, quelle est la leçon de manière générale de cet exil-là? Et le rabbi précédent. Et quand le rabbi précédent passe par ça, c'est un tzaddik qui passe par ça, c'est pour la génération. Et le rabbi nous dit, c'est comme la Galout Mitzrayim. Galout Mitzrayim était une étape nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire, on ne sait pas, mais clairement c'était nécessaire parce que sinon Hachem aurait fait un autre choix. Si ce n'était pas nécessaire, il y aurait eu un autre choix. Donc, c'est que clairement c'était nécessaire. Mais ce qu'on sait, c'est que la Galout, c'est un investissement dans la Géoula. Il y a un maman du Admor Zaken qui parle d'un pasuk dans Zacharia qui est connecté à la paracha cette semaine, qui dit que Dvar Hashem Azru Bavel. Les mots de Hashem Azru Bavel. Et ce que l'Admor Zaken nous explique, c'est que Bavel, c'est quoi? Zarou Bavel, que le peuple juif a été planté en Babylonie, en exil. Et de la même manière que quand on plante une graine, l'idée, c'est pas de récupérer une autre graine, c'est que quand on plante une graine, on en récupère, je ne sais pas, 10, 20, il y a des bénéfices. C'est un investissement. La même chose, la galoute, c'est un investissement par rapport à Hachem, par rapport au peuple juif. Et c'est là où on va briller, on va ressortir par les efforts qu'on a besoin de faire, par les difficultés qu'on a besoin de faire, qu'on a besoin de dépasser. Eh bien, tout ça, ça nous permet de grandir, de faire sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que des fois, s'il n'y a pas d'obstacle, on n'a jamais l'opportunité de briller. On n'a jamais l'opportunité vraiment de montrer de quoi on est capable. Et on a besoin d'avoir des challenges, on a besoin d'avoir des difficultés pour pouvoir effectivement faire nos preuves. Et donc, cette histoire de Telvav Sivan, c'est une opportunité qu'Hachem nous donne. Et pourquoi ça a dû passer comme ça encore une fois, on ne sait pas, mais on sait que c'était nécessaire pour permettre au peuple juif de briller encore plus, il y aura des précédents bien sûr, mais de briller encore plus et de surmonter les épreuves que chacun a dans sa vie. Et quand c'est passé avec le rabbi, c'est que c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Et le rabbi précédent a dit, c'est quoi la leçon de ça? Le rabbi précédent a dit, la leçon, c'est quoi? C'est qu'il faut rajouter dans la Fatzat HaMayanot. Développer encore plus, répandre encore plus le judaïsme et encore plus la chassidoute, les enseignements du Baal Shem Tov, les enseignements de la chassidoute. Et c'est ça la libération de prison. La prison, c'est quoi? C'est un moment où quelque chose est caché. La personne est dans une cellule, on ne la voit pas, et ensuite elle sort, elle est libérée. La même chose avec tout ce qui est Afatzat HaMayanot, Torah Mitzvot, que
S'il y a encore des étapes à révéler, c'est que ce n'est pas encore révélé, donc on est dans une espèce de prison, si on peut dire. Ce concept-là, cette idée de chassidut, cette mitzvah, quelle que soit l'idée dont on parle dans la Torah, les mitzvot, n'a pas encore été révélée. Elle est emprisonnée, cachée, et bien on va la révéler. Donc notre mission à nous, et la leçon de ça, c'est que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour révéler la Torah et les mitzvot autour de nous. Et en particulier la chassidut, les enseignements de la chassidut autour de nous. Donc ce sont d'abord parmi nous, à l'intérieur de nous-mêmes, d'y croire un peu plus, d'être un peu plus, d'étudier bien sûr un peu plus, d'être un peu plus rattaché au rabbi, un peu plus rattaché à la chassidut, de faire des efforts. Et au-delà de ça, de partager ça avec les gens autour de nous, que ce soit au travail, dans la rue. Quand on a une opportunité, faire passer un message. Si on rencontre quelqu'un, ce n'est pas juste par hasard, c'est qu'on a un message à faire passer. Profitons des événements, profitons de ce qui se passe dans notre vie pour partager ce message de Torah Mitzvot. Ça peut être quand on sort dans la rue, prendre cette filine avec soi, quand on rencontre quelqu'un, savoir toujours un vort, un mot, un dvar Torah, quelque chose à partager, quel que soit encourager les gens à venir Shabbat, allumer les bougies de Shabbat, mettre les filines, quelle que soit la chose de dire Shema Israël, ça on peut faire jour et nuit, Shabbat ou semaine, quelle que soit l'idée, partager un vort, partager un message du Rabbi, un mot du Rabbi, et répondre à la chassidut au maximum là où on peut. Ça, c'est donc la leçon de ce jour-là. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous amène directement à Gimel Tammuz et à la Géoula, Bezrat Hashem, de faire nos efforts dans cette direction. Alors, je voulais revenir donc à ce que le Rabbi nous dit, une essicha du Rabbi sur la paracha de la semaine. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Ba'alotra, on a un passage qui nous dit que Hashem a dit à Moshe de dire au Bnei Israël d'amener le Korban Pessah. Le jour où Hashem a dit ça à Moshe, c'était Rosh Chodesh Nissan de la deuxième année, un an après la sortie d'Égypte. Et l'histoire continue en disant le peuple juif a fait ça, ils ont amené le Korban Pessah, puis il y a eu ce groupe de personnes qui étaient impures et n'ont pas pu donc amener le Korban Pessah. Ils ont été voir Moshe en disant c'est pas juste, là maniga, pourquoi est-ce que nous on va perdre? Et Moshe dit effectivement, je comprends, je vais demander à Hachem, et Hachem a dit très bien, ils ont bien demandé, ils ont fait la bonne chose, et donc je vais leur donner une deuxième chance qui va être Pessah Sheni un mois plus tard. Ceux qui n'ont pas pu amener le premier Korban Pessah, au moment de Pessah même, ben, ils auront une chance, un mois plus tard, d'amener un autre Korban à la place, Korban Pessah, ou ce qu'on appelle Pessah Sheni. C'est une mitzvah de la Torah qui est venue parce que ces gens-là, donc justement, ont demandé. Ils n'ont pas juste accepté le fait qu'ils ne pouvaient pas le faire, ils ont demandé. Donc ça, c'est l'histoire qui est dans la paracha de Ba'alotra. Et Rashi pose la question suivante, ou met en place l'idée suivante, c'est qui est que, comment ça se fait que cette paracha-là, cette histoire-là qui a été dit Rosh Chodesh Nissan, vient après une autre paracha qui est le début du Chumash Bamidbar. Chumash Bamidbar commence avec quelque chose qui s'est passé au Rosh Chodesh Iyar un mois plus tard. Le compte du peuple juif. Le compte du peuple juif était un mois plus tard. Donc pourquoi est-ce qu'on a commencé Chumash Bamidbar avec le compte du peuple juif, qui est Rosh Chodesh Iyar, et pas avec cette histoire du Korban Pessah, qui s'est passé au Rosh Chodesh Nissan. Donc on a renversé l'ordre. Et ce que Rachid ramène de Chazal, c'est que ça vient nous enseigner, entre autres, on apprend de là, pas que ça vient nous enseigner, mais on apprend de là, entre autres, qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'on a deux psukim, deux histoires, où la Torah nous donne exactement les dates. Il y a plein de choses dans la Torah où on n'a pas les dates. Et Rachid vient nous dire de temps en temps, attention, ça s'est passé avant, ça s'est passé après, etc. Bon, parce que ce n'est pas clair dans les psukim. Mais là, on a deux psukim, ou deux histoires, où la Torah nous donne clairement les dates. Un, c'était Rosh Chodesh Iyar, de la deuxième année, et l'autre, c'était Rosh Chodesh Nissan, de la deuxième année. Et l'ordre est inversé. Ce qui s'est passé avant vient après, ce qui s'est passé après vient avant. Donc, Rachid, premièrement, on apprend de là qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. C'est là vraiment la source où on a des dates et que les dates sont inversées. Mais si la Torah a changé, ce n'est pas pour rien. Et donc, Rachid nous explique effectivement, parce que cette histoire de Pessah, c'est Gnutan chez l'Israël. C'est quelque chose qui n'est pas positif pour le peuple juif. Et donc, on n'a pas voulu commencer avec ça. Parce que Rachid dit que la Torah n'a pas voulu, elle était patach, la Torah, le Chumash, Bamidbar, commence avec l'histoire du compte du peuple juif et pas avec l'histoire de Pessah. Alors, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas positif. Première question que le Rabbi dit, mais d'abord, qu'est-ce qu'il n'y a pas de positif dans cette histoire de Pessah? Alors, Rashi continue.
Rachid nous dit qu'est-ce qui n'était pas posé dans le Pessah, c'est que pendant tous les 40 ans dans le désert, ils n'ont pas amené le Korban Pessah. La seule fois où ils l'ont amené, c'est la fois où Hachem leur a demandé. Mais ça, nous dit le Rabbi, c'est pas clair parce qu'ils n'étaient pas censés amener le Korban Pessah dans le désert. Le Korban Pessah, on doit le faire en Israël. Donc dans le désert, ils n'étaient pas censés. Hachem est venu les voir une fois. Alors il dit, écoutez, il a dit à Moshe spécialement, je voudrais que le peuple juif amène un Korban Pessah. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, non seulement ils l'ont fait, le pasteur nous dit, ils ont fait exactement comme Hachem leur a demandé. Et non seulement ça, mais il y a un groupe de gens qui est venu, qui dit, on veut aussi participer et on ne peut pas. Donc non seulement ils l'ont fait parfaitement, mais même ceux qui, d'après l'Halakha, ne pouvaient pas, l'ont aussi fait, et ils ont voulu participer à ça aussi. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette histoire? Et le Rabbi nous explique qu'il y a cette histoire d'apprendre, mais il y a aussi quelque chose d'autre. On dit que le Chumash aurait dû commencer avec ça ou commencer avec le conte. Pourquoi est-ce que le Chumash ne doit pas commencer avec quelque chose de bien? Et ce que le Rabbi nous dit, c'est qu'effectivement, si on fait attention, chaque Chumash commence avec quelque chose de positif sur le peuple juif. Chumash Shmot. Chumash Shmot commence avec quelque chose de positif, qui est les noms du peuple juif. Et Rachid nous explique la raison pour laquelle Hachem nous donne les comptes et les noms du peuple juif, alors qu'on l'a déjà fait à la fin de Chumash Bereshit, à la fin de la paracha de Vaïchi, parce que Hachem nous aime. Chumash Vaïkra commence avec comment Hachem a appelé Moshe, et Hachem nous dit là-bas, c'est la Shon Chiba. C'est des mots d'amour dont Hachem se sert pour appeler Moshe. Chumash Bamidbar commence avec le compte du peuple juif, tel qu'il est, et tel qu'il est sans avoir commencé avec l'histoire de Pessah, c'est comme ça que Chumash Bamidbar commence, et encore une fois, Hachem nous explique pourquoi est-ce qu'Hachem nous compte, parce qu'Hachem nous aime, c'est comme compter des diamants, il nous aime tellement, donc il va nous compter constamment. Et même Sefer Bereshit, on ne parle même pas encore du peuple juif, mais même dans Sefer Bereshit, déjà, Rashi nous explique pourquoi est-ce que la Torah commence avec Bereshit bar Elohim, pour nous dire qu'Hachem aime le peuple juif et qu'il nous a expliqué que c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui nous a donné la terre d'Israël. Parce qu'il nous aime. Donc chaque Chumash commence avec quelque chose de positif pour le peuple juif. Et c'est pour ça que dans l'histoire de Pessah, tant qu'il y a quelque chose de pas positif, on n'a pas encore expliqué quoi, eh bien, Chumash Bamidbar n'a pas commencé avec ça. Donc c'est pas qu'on ne veut pas raconter des choses qui sont passées, la Torah nous raconte, c'est des choses qui ne sont pas positives, pas de souci, mais malgré tout, la Torah ne voulait pas commencer avec cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de pas positif dans l'histoire de Korban Pessah? Encore une fois, ils ont fait exactement ce que Hachem leur a demandé. Ils ont emmené le Korban Pessah comme Hachem leur a demandé. Non seulement ça, mais ceux qui n'ont pas pu ont demandé, ont exigé une deuxième chance. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et le fait qu'ils n'ont pas amené après pendant les 40 ans, ils n'avaient aucune obligation de le faire. Au contraire, il fallait attendre Israël. On ne peut pas amener des corbanotes qu'on n'est pas censé faire. On n'a pas le droit. Donc, ils étaient obligés, d'après la halakha, de ne pas amener le Korban Pessah. Donc, c'est quoi le problème? La vérité, c'est que Tosfot et d'autres commentaires sur Rashi nous disent que le problème, c'est qu'ils ont été coincés dans le désert pendant 40 ans. Et ça, c'est venu à cause de la faute des espions, des Meraglim. Donc, c'est ça le problème. Et Rabbi nous dit, mais c'est pas ce que Rashi nous dit. Rashi nous dit, le problème, c'est Korban Pessah. Parce que le fait qu'ils ont passé 40 ans dans le désert, c'est vrai pour n'importe quelle autre mitzvah. Rien à voir avec le Korban Pessah. Donc, il y a quelque chose dans le Korban Pessah qui est particulier et qu'on n'a pas voulu mentionner quand on parle, quand on ouvre, on commence le livre de Bamidbar, c'est quelque chose de négatif. Rabbi nous explique quelque chose, la chose suivante. Il y a quelque chose de remarquable dans le Korban Pessah et en particulier dans cette histoire. C'est que une mitzvah est venue contraire à l'ordre des choses, contraire à la normale et contraire à l'ordre d'Hachem parce qu'il y a des Juifs qui ont demandé. L'ordre des choses, c'est quoi? Ce groupe a été impur. Il ne pouvait pas amener le Korban Pessah. Fini. On ne peut pas. Non seulement ça, mais donc le reste du peuple juif a amené le Korban Pessah. Donc, c'est fini, le peuple juif a amené le Korban Pessah. Il y a un groupe qui, la halakha, nous dit qu'on ne peut pas. Ben, c'est fini. Ce groupe-là est venu voir Moshe en disant on veut une autre opportunité. On n'est pas d'accord, on n'est pas prêt à accepter le fait qu'on ne peut pas amener le Korban Pessah. Et cette mitzvah est venue comme résultat d'une demande du peuple juif, ou d'un petit groupe du peuple juif, qui voulait avoir une mitzvah. Alors que là, la leur dit vous n'avez pas besoin. Vous pouvez rester chez vous à la maison à Pessah, au lieu d'attendre de faire la queue devant le Mishkan. Avec les Kohanim, il n'y avait pas beaucoup de Kohanim à l'époque. Pas dans le Beth Amikdash où il y a des centaines de Kohanim. Dans le Beth Amikdash, il y a 3 Kohanim.
Et il y a tout le peuple juif qui attend pour amener le Corban Pessah. Et que 3 Kohanim. Ça n'a pas dû être simple, la queue. Eh bien, on a pu dire, ouais, vous restez chez vous, tranquille. Ils ont dit, non, 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 on veut participer. Et il y a une mitzvah qui est venue, c'est-à-dire qu'il y avait 612 mitzvahs dans la Torah, ben, il y a maintenant une 613 qui est venue, bien sûr, par Hachem, mais grâce à la demande d'un groupe d'individus. Et ça, nous dit le rabbi, c'était le problème de ce Corban Pessah. Que pendant les 39 ans qui ont suivi, le peuple juif avait cet exemple-là, que si on demandait, et en particulier le Corban Pessah, on peut l'avoir. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas demandé à Hachem l'opportunité de faire le Corban Pessah. Maintenant, ce n'est pas juste une mitzvah, qu'ils auraient pu avoir une autre mitzvah qu'ils ne l'ont pas demandé. Le Corban Pessah, c'était quelque chose qui était très important pour eux. C'est le symbole de leur libération. C'est la génération qui vient de sortir d'Égypte. Donc la première année, le premier anniversaire de leur libération, ils ont amené le Corban Pessah. Mais 2 ans, l'année d'après, c'est-à-dire 2 ans après la sortie d'Égypte, comment est-ce qu'ils ont pu ne pas penser, ne pas vouloir, ne pas demander l'opportunité de marquer la sortie d'Égypte en amenant le Corban Pessah? C'est le Corban Pessah qui les a libérés. La nuit Pessah, il fallait mettre le sang sur les portes et manger le Corban Pessah, etc. Le fait qu'ils n'ont pas demandé, alors qu'ils savaient pertinemment que si on demande l'opportunité de faire le Corban Pessah, on l'a, parce qu'Hachem a répondu à ce groupe d'individus, c'est ça qui n'est pas beau. Et ça, la Torah ne voulait pas commencer avec cette histoire. Maintenant, ce n'est pas clair dans l'histoire. Il faut réfléchir quel est le problème. Il faut arriver à lire entre les lignes. Parce que, encore une fois, l'histoire ne dit pas ça. L'histoire, on dit au contraire, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Le Passouk nous dit, ils ont fait tout ce que Hachem leur a demandé. Et plus, puisqu'il y a ce groupe d'individus à qui on n'a même pas demandé, qui l'ont fait quand même. Mais malgré tout, si on fait attention à l'histoire, ils auraient pu demander à avoir l'opportunité de faire le Corban Pessah et le faire quand même. Et ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça que la Torah n'a pas voulu commencer le Chumash Bamidbar avec ça. Alors, le rabbi nous dit, mais oui, mais disons, le peuple juif n'y a pas pensé, on n'a pas demandé, était gêné, quelle que soit la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait. Pourquoi est-ce que Moshe et Aaron, certainement eux, ils avaient cette sensibilité? Pourquoi est-ce que Moshe et Aaron, eux, n'ont pas demandé à Hachem la possibilité de faire le Corban Pessah pendant ces 40 ans? Et le rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit un nasi, un rabbi dans le mot plus moderne, sa vie, c'est le peuple juif. C'est clair d'Israël. Et un rabbi, un nasi ne fera jamais quelque chose qui pourrait causer du tort au peuple juif. Donc on a dit c'est quoi le problème dans le Corban Pessah? C'est qu'ils n'ont pas demandé l'opportunité. Imaginez s'ils ne demandent pas l'opportunité, mais il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Là, c'est vraiment pas beau. Donc Moshe Aaron a dit on ne va pas faire ça. On ne va pas demander à Hachem l'opportunité de faire le Corban Pessah, soit pour nous, soit même pour le clan d'Israël, parce que ça va accentuer plus le fait qu'ils n'ont pas demandé à Hachem. Et on ne veut pas faire ça. On ne veut pas accentuer cet aspect négatif que le peuple juif a. Le fait qu'ils n'ont pas demandé à avoir l'opportunité du Corban Pessah. Donc Moshe Aaron se dit c'est pas grave, si nous on ne va pas amener le Corban Pessah, on va se sacrifier. Et Moshe a l'habitude de se sacrifier pour Hachem et pour le peuple juif. Il était même prêt à ce que son nom soit effacé de la Torah entière. Alors que pour Moshe, la Torah, c'est sa vie. On l'appelle la Torah de Moshe. C'est ce qu'on nous dit, Zichru Torah de Moshe, Avdi. Rappelez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. La Torah et Moshe ne font qu'un. Malgré tout, Moshe était prêt à dire, je veux rien avoir avec la Torah si ça va aider le peuple juif. Donc Moshe Aaron, même pas demandé d'amener le Corban Pessah. Parce que ça aurait accentué le fait que le reste du peuple ne l'a pas fait. Donc ils ont dit, on ne va pas amener le Corban Pessah. Chaque année, on va peut-être se mordre les doigts ou le sacrifier, je ne sais pas comment ils ont vécu ça. Mais si c'est là pour aider pour le peuple juif, 100%. Et j'imagine qu'un rabbi peut savoir comment ça se ressent en tant que rabbi, que Nassi, de savoir le sacrifice qu'un Nassi fait pour le peuple juif. Et le rabbi a pensé à ça. Donc de là, on voit quoi? De là, on voit qu'il y a certaines choses où on peut demander à Hachem. C'est vrai qu'il y a un ordre des choses. Les choses suivent un certain ordre. Les mitzvot sont donnés à Hachem. Hachem, on est au Sinaï, Hachem nous a donné les 10 commandements, il nous a dit Anochi Hachem Lokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, ne pas avoir d'idole, etc. C'est lui qui nous a donné les mitzvot. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine des mitzvot. Mais malgré tout, on peut demander à Hachem des opportunités de faire des mitzvot. Et quand on demande, Hachem nous écoute. Ce qui est l'idée de Tchouva.
Tchouva, c'est quoi? C'est les choses ne suivent pas l'ordre normal des choses. On va faire les choses dans le désordre, on va faire les choses de manière pas ordonnée. C'est vrai qu'on a fauté, c'est vrai qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, ben, c'est pas grave. L'ordre des choses, c'est que il y a des conséquences de nos mauvaises actions, c'est pas grave. Nous, Hachem nous pardonne, on fait tchouva, Hachem nous pardonne. Voilà comment ça se passe. Donc, une grande leçon de ça, une très grande leçon de ça, c'est d'abord l'importance de nos prières de demander à Hachem. Quand on a besoin de quoi que ce soit, il faut demander à Hachem. Il faut prier. Il faut prier. Et tout ce qu'on a besoin, que ce soit Parnassa, Shalom Bayit, santé, il faut prier à Hachem. Et des fois, Hachem peut faire en sorte qu'il y a des choses qu'il nous envoie juste pour qu'on prie. Chazal nous dit sur les Havot, pourquoi est-ce que les Havot n'ont pas eu d'enfant pendant de longues années? Parce qu'Hachem voulait que les Havot prient. Donc, il faut prier à Hachem. Même si on se dit, Ma'in Avo Ezri, d'où est-ce que va venir la Yeshua? Impossible, on est coincé, on ne voit pas. Ezri Mim Hachem. On prie, Hachem peut nous aider. Ça, c'est une chose. Mais en particulier, quand il s'agit de choses qui sont liées avec le Korban Pessah, c'est de quoi le Korban Pessah? Le Korbanot, le Beth Amikdash. Il faut absolument demander et prier à Hachem. D'ailleurs, on le fait dans la Tfila. On le fait dans la Tfila. Dans la Tfila, on dit tous les jours qu'on demande à ce que Hachem nous ramène, à ce que la Shekhinah revienne en Israël. Que Mashiach vienne Mehera rapidement. On peut demander ça. On demande ça 3 fois par jour, pendant la semaine, dans chaque Amida. Il y a une autre demande qu'on fait tous les jours, dans chaque tfilot, et plus des fois, qui est Sheban et Bet Amikdash Mehera Beyamenu, que le Bet Amikdash soit reconstruit Bemehera rapidement. Et si Shacharit, un Shabbat, ça n'a pas été fait, Moussaf, on va redemander encore. Si Moussaf, ça n'a pas été fait, Mincha, on va redemander. Mincha, ça n'a pas été fait, on va redemander à Arvit. À chaque fila. Et dans le Birkat Amazon, si entre Mincha ou Moussaf et Mincha, ça n'a pas été fait, venir au Shema Kosh Mehera Beyamenu. Hachem reconstruise le Bet Amikdash très rapidement. Donc on demande à chaque fois. On demande à chaque fois que le Bet Amikdash soit reconstruit. Donc vraiment de penser au pouvoir qu'on a de demander. Et que quand on demande vraiment, Hachem nous écoute, ça a un impact. Mais il faut qu'on demande. Et certainement dans ce qui concerne de tchouva, c'est-à-dire qu'on a besoin de changer certaines choses. C'est ça l'idée de la tchouva. Et que des fois on se sent, comment dire, bloqué dans un certain système. Voilà, est-ce que voilà la personne que je suis. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Ça fait des années que j'essaie, ça fait des années que j'essaie de... Quelle que soit la manière dont on voit les choses, je suis bloqué comme ça. Hachem peut changer le seder, l'ordre des choses. Comme la mitzvah de Korban Sheni, de Pesach Sheni, qui n'est pas venu dans l'ordre normal des choses, comme les psukim ou les parachutes qui ont été changés, on a changé l'ordre des choses, Hachem peut changer l'ordre des choses. Donc même si on se dit, voilà, c'est comme ça fait des années que j'essaye, prions pour ça, prions pour changer, qu'Hachem nous aide à changer. Et quand on demande à Hachem va nous aider, nous à changer, à avoir notre Géoula à nous libérer, à nous transformer, et que ça puisse avoir un impact global sur les gens qui sont autour de nous, et sur le monde entier, qui soit la Géoula avec la venue du Mashiach. Donc, compris pour la venue du Mashiach, compris pour notre transformation à nous, pour nos changements à nous, pour que les choses s'améliorent dans notre vie, qu'on puisse vraiment se transformer, se changer, et que Bezrat Hashem, on puisse vraiment vivre cette Géoula. Et comme je disais, on passe de 15 Sivan tout de suite à la Géoula, le jour de joie qui était Gimel Tammuz, et bien que Gimel Tammuz cette année soit un jour de joie avec la révélation de Mashiach, et qu'on soit tous au Beth Amikdash à célébrer Gimel Tammuz, la joie la plus importante, la plus grande qu'il puisse avoir. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.